Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission 4 minutes de vérité que nous avons bien sûr l'honneur de vous les présenter. Comme vous le savez, depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017 au sein de la CENI, ça suscite toujours débat. Il y a ceux qui pensent que ce calendrier est fantaisiste, il y a les autres qui pensent que ce calendrier c'est un calendrier vraiment réaliste et tout le monde doit se préparer pour les élections à venir. Mais est-ce que aujourd'hui la crise politique en RDC est résolue par la publication de ces calendriers ou peut-être il faut encore un autre dialogue ou une autre rencontre entre les acteurs politiques? Question de résoudre ces grands problèmes. Alors, pour débattre autour de ce sujet, nous recevons M. Stern Banyaka. Il est le président de Ligue des jeunes du parti PDC, parti cher à l'excellence. Bienvenue, l'UIOTA. Alors, avec lui, nous allons parler sur l'actualité politique, le processus électoral et comment résoudre la crise en République démocratique du Congo. M. Stern Banyakou, bonjour. Bonjour. Monsieur Stern Banyakou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous-même? Ouais, et comment se porte votre structure au parti PDC? Le PDC se porte très bien. Je venais d'ailleurs de là avant d'arriver chez vous ici. Nous avons une petite réunion stratégique et le parti se prépare pour les élections, le parti se prépare pour l'avenir. Et est-ce que tous les jeunes sont déjà motivés? Est-ce qu'ils sont bien préparés pour aller aux élections? Très mobilisés, très mobilisés. C'est ce que nous avions aujourd'hui comme réunion d'ailleurs. C'était le potentiel candidat de la Ligue des jeunes du PDC qui était venu déposer leur candidature auprès du président, leur vision pour les élections. Chacun qui s'est exprimé selon ses convictions. Alors, je pense que vous avez suivi l'actualité comme nous. Le 5 novembre dernier, il y a eu publication du calendrier électoral après tant d'attente. Dites-nous comment est-ce que vous avez trouvé ce calendrier électoral? Personnellement, nous, en tant que jeunes de notre parti, nous avons même donné une déclaration politique. Elle était dans la presse écrite, elle était dans les réseaux sociaux. Nous avons accepté, nous avons constaté et nous avons accepté le calendrier électoral puisque nous estimons que c'est quelque chose que la classe politique congolaise a attendu depuis 2016 ou encore même au plus loin depuis 2013, la classe politique a attendu un calendrier électoral. Nous l'avons aujourd'hui en tant que jeunes, nous n'avons pas vu pourquoi devons être contre ce calendrier. Voilà pourquoi nous avons pris acte du calendrier tel que promulgué par la CENI et nous avons promis, nous, Ligue des jeunes du PDC, d'accompagner ce calendrier jusqu'à ce qu'il soit effectivement réalisé. Mais vous savez que au sein de ce calendrier, il y a plusieurs contraintes. Comment est-ce que vous avez pu digérer les différentes contraintes qui sont là-dedans? Vous savez, monsieur, les contraintes, on les trouve partout. Je vais donner un exemple typique. Quand un enfant naît, il naît avec certaines contraintes. C'est peut-être lié à... Il ne faut pas tirer l'enfant par la tête, il ne faut pas tirer l'enfant par les bras. Ce sont des contraintes. Alors, comment voulez-vous qu'une structure telle que la CENI, aussi technique qu'elle est, fasse sortir un calendrier sans contrainte? Monsieur, je crois que c'est quand même une chose que la classe politique congolaise doit avoir... un tout petit peu de sagesse et d'intelligence dans ce qu'ils sont en train de dire. Le débat n'est pas aux contraintes qui ont été prononcées par la CENI, puisque les contraintes, on les trouve partout. Lorsque même je porte mon vêtement, il peut y avoir des contraintes. Je ne dois pas me mouiller sur la pluie, je dois éviter, Ce sont des contraintes à faire. Et des trucs à faire et à ne pas faire. Donc je pense que la CENI, lorsqu'elle fait sortir un calendrier, il est d'ailleurs plus raisonnable qu'elle ne le fasse sortir avec des contraintes. Moi, c'est en ce moment que je me dis que ce que la CENI est en train de faire a beaucoup de sérieux en cela. Parce que si elle nous fait sortir un calendrier... Mais vous voyez que ces contraintes-là peuvent aussi bloquer le développement du processus électoral. Écoutez... Par exemple, toutes ces contraintes-là ont lieu, facilitent juste au gouvernement la tâche, ou bien compliquent encore le gouvernement la tâche qui n'a pas d'argent. C'est notre gouvernement. Mais c'est ça l'exercice du gouvernement. Le gouvernement doit servir la CENI. Et que la CENI le dise
Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une manière encore de pouvoir rallonger les choses comme certains le disent. C'est la vérité et la pure vérité. C'est ce qu'il faut dire à la population congolaise. Et qu'on ne peut rien faire dans un pays normal sans un calendrier et sans des contraintes. Voilà, parce que moi je dis que M. Nanga a été sage et intelligent de nous dire le calendrier il est celui-là, mais regardez, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, le calendrier risque de tomber dans l'eau. Aujourd'hui, l'opposition est catégorique. L'opposition ne veut pas de ce calendrier-là. L'opposition demande même le départ du président Kabila d'ici le 31 décembre. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez... vous concevez un peu cette histoire. L'opposition dira non, monsieur, même si on les demande aujourd'hui de venir, qu'il y a élection en 2017. Ça, je dis, je me porte garant. L'opposition congolaise dira non. Elle dira que c'est un piège. Elle dira qu'on veut la piéger. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que l'opposition ait dit non, mais c'est maintenant, il faudrait demander pourquoi l'opposition dit non. Puisque l'opposition a demandé un calendrier électoral. On l'a donné un calendrier électoral. Elle dit non. Mais il faudrait comprendre maintenant qu'ils sont simplement un groupe et... Non, l'opposition dit que ce calendrier-là viole l'accord du 31 décembre. Mais signé au niveau de la pendant Senco. que nous étions à la Senco, nous avons bien dit que toutefois, si les élections ne sont pas organisées en 2017, nous pourrions aller au-delà. Si le CNSA... Mais à côté, vous avez violé cet accord-là, mais vous cherchez à exploiter les articles. À quel moment la majorité présidentielle a violé l'accord? C'est ma question, la question que je me pose toujours. Puisque la majorité présidentielle a concédé à l'opposition le rassemblement, la primature, elle a concédé... Vous avez donné cela aux dissidents, aux gens que vous avez embauchés, comme Tchibala. Nous n'avons pas embauché M. Tchibala, puisque d'ailleurs, moi, en tant qu'activiste politique et en tant qu'acteur politique, je suis contre le fait de Tchibala à la primature, pour vous dire combien la majorité présidentielle n'est pas... il y a des acteurs de la majorité présidentielle qui ne sont pas forcément contents de l'arrivée de Tchibala là. Moi, je me dis être très insatisfait de la position de Tchibala. Pourquoi? Si on peut le savoir. Parce que, écoutez, on ne devient pas Premier ministre par les accords. On ne devient pas Premier ministre par les accords. Il faudrait réaliser que la majorité présidentielle a beaucoup concédé, a beaucoup perdu. La majorité présidentielle a beaucoup perdu. Et ça ne fait pas que des satisfaits. Croyez-moi. Vous savez combien de postes ministériels la majorité présidentielle a perdu dans ces accords, CENSA, ou dans ces accords, Senco ou Union africaine. Pendant que nous nous sommes battus dans 2011 pour avoir toute cette latitude. Cette latitude de gérer, cette latitude de fonctionner. Mais c'est vous-même qui êtes à la base de tout cela, puisque s'il y avait organisation des élections, comme vous l'avez fait en 2006, 2011, on ne devait pas arriver jusqu'à ce point. Monsieur, pourquoi ne pas accepter quand même votre faiblesse? Il y avait une constitution qui nous gère. La République démocratique est gérée par une constitution. Lorsque nous sommes arrivés, déjà, en 2016 et qu'il n'y a pas eu élection, on est allé voir les juges de la Cour constitutionnelle pour leur demander ce qu'on devait faire par rapport aux articles de la Constitution. Quelles ont été leurs réponses? Donc vous interprétez selon vous, au moment où il n'y a pas eu organisation des élections, il devait quand même avoir un vide juridique, puisque c'est le président du Sénat qui devrait jouer cet intérêt. Le président du Sénat est là lorsqu'il y a incapacité du président de la République. Mais dites-moi, lorsque vous regardez le camarade Joseph Kabila, le président de la République, est-il incapable de gérer la République en ce temps-ci? C'est une aberration. C'est une aberration. La loi avait dit ceci, le président de la République, et elle dit encore ceci, reste en fonction jusqu'à l'installation du président. Même jusqu'à 2020, il reste toujours là, tant qu'il y aura... La loi, elle est dure, mais c'est celle-là. Elle est la loi, on ne peut pas faire autre chose. Le problème, c'est celui, la République démocratique du Congo veut satisfaire les insatisfaits. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, la classe politique, opposition, est un groupe d'insatisfaits qui cherchent à être satisfaits. Et de la manière la plus frauduleuse que possible. Et la manière la plus frauduleuse que possible. Ils ont dit en 2016, voilà. Aujourd'hui, on a un calendrier qui veut organiser l'élection. Pourquoi disent-ils non? Pourquoi aujourd'hui le non du calendrier électoral puisqu'il nous amène aux élections? Mais vous savez que ce calendrier-là a un problème. Il y a des dates, selon l'opposition, il y a des dates fictives qui sont là-dedans. Par exemple, la date du 23, pour l'opposition, ils pensent que
le président de la CENI, Corneille Nangaa, a juste facilité la tâche à la majorité pour qu'il puisse encore glisser et arriver là-bas, peut-être il y aura encore report. Mais vous savez, moi je me dis, j'ai une chose, en tant qu'intellectuel, je réfléchis de cette manière. Lorsqu'on est opposition, il faut s'armer, il faut s'outiller de manière à ce que dans votre opposition, vous ayez des experts électoraux. Voyez-vous, de manière à ce que lorsque M. Nangaa sort un calendrier, vous savez un contre-calendrier réaliste aussi. Mais ils ont proposé, Félix Tshisekedi a proposé pour le mois de juin, qui Délice Sanga. Là aussi, c'est une chose de dire, moi je veux que les élections s'organisent en 2018, le 15 mars, et de pouvoir établir un calendrier. Mais vous n'avez pas vu le calendrier. C'est pas la même chose. Le calendrier d'Élysée, il est où? Mais qui le met sur la place publique? Aujourd'hui, Internet a tout facilité. Qui le met sur la place publique? Qui le met sur la place publique et que la population congolaise l'en juge? Ce sont des distractions et des faux fouillons. Moi, je peux me réveiller le matin et dire que les élections s'organiseront demain. Demain. Je dis demain. Et comment je vais arriver à demain? C'est ça le problème. Il faudrait se munir. La classe politique congolaise, dans sa partie opposition, croyez-moi, c'est les plus gros distraits de la République. Alors, aujourd'hui, pour vous, comment résoudre cette crise entre l'opposition et la majorité, et surtout que ce calendrier est déjà contesté par l'opposition? Pour moi, je me dis qu'il ne faudrait pas déranger la population congolaise qui s'est déjà mis dans un esprit d'élection. La population congolaise attend de voter son candidat. Il ne faudrait plus venir distraire cette population en leur apportant encore des débats sur les rues, sur les places publiques, brûlées, cassées, comme certains autres frères de Lucha ou de Filimbi font. Ce n'est plus le débat. La solution, quelle solution devons-nous apporter? Le calendrier là. Le calendrier pour moi c'est le plus grand accord. Pendant que nous sommes allés à l'Union africaine, à la CENCO, qu'est-ce que nous étions en train de chercher? N'est-ce pas ce calendrier là? À vrai dire, c'est ce calendrier là que nous étions en train de chercher. En deçà des postes qui ont été distribués, c'est le calendrier que nous étions en train de chercher. Nous avons reçu ce calendrier. Dites-moi quelle autre solution devons apporter? Ce calendrier plein de concrètes, un calendrier qui, selon certains, ne répond même pas à l'accord du 31 décembre. Ben, l'accord du 31 décembre avait prévu un calendrier. Non, elle n'avait pas prévu de calendrier. Contrairement même à l'accord de l'Union africaine. Qui avait... Alors, l'opposition prévoit déjà un meeting pour marche pacifique pour le 28 de ce mois. Est-ce que vous avez peur de voir quand même l'opposition mobiliser les gens et mettre peut-être fin à votre pouvoir aujourd'hui, vous de la majorité? Nous, personnellement, au niveau de la majorité présidentielle, cela nous importe peu que l'opposition se décide encore de marcher. C'est une marche de plus. C'est des sacrifices encore de plus que ces acteurs sont en train de faire pour je ne sais moi quoi. Vous pensez qu'aujourd'hui, après la marche du 28, l'opposition va changer le calendrier qui est en place? Mais vous avez peur, la preuve est que après avoir attendu que l'opposition devait organiser la marche le 28, et directement, le secrétaire général adjoint, Joseph Kokonyangi, qui passe aussi à la télé pour dire il y aura aussi marche de la majorité. Pourquoi vous cherchez ces confrontations-là? Pourquoi ne pas laisser l'opposition marcher, revendiquer ses droits? Personnellement, je ne sais même... Je ne suis pas Kokonyangi, je suis son camarade dans le cadre du parti. Mais si M. Kokonyangi veut faire une marche le 28, pourquoi on veut lui empêcher? Je pense que Kinshasa est assez grand. M. Kokonyangi n'a pas dit qu'il y aura frottement. Il a dit qu'il y aura une marche. Ils ne vont pas faire une marche dans tout Kinshasa. Ils ont un itinéraire. Si vous apprenez que M. Kokonyangi a retracé le même itinéraire que l'opposition, là est le problème. Mais où il est écrit, c'est quel texte qui dit que lorsque l'opposition marche, la majorité ne doit pas marcher, on ne peut pas marcher. Le point de chute, le point de chute boulevard Triomphal, oui, aux côtés du Stade des Martyrs, et c'est le même point de chute que le rassemblement. Vous ne voyez pas que c'est comme s'il y avait quelque chose que la majorité cherchait là. C'est comme s'ils ont peur, et ils veulent mettre le bras de fer. Non, non. C'est dur quoi. Entre frères d'une même nation, nous pouvons nous retrouver tous au même point de chute. Où est le problème? C'est pourquoi nous ne voulons pas laisser ces marches, parce qu'elle a un esprit de vandalisme. Quand vous vous mettez dans l'esprit que si vous vous rencontrez avec les gens de la majorité au même point, il y aura casse, c'est déjà un esprit vandalisme que vous traînez. Et pour moi, il faudrait arrêter cette marche déjà
avant qu'elle naisse. Parce que où est le mal de nous? C'est ça votre politique. Quand l'opposition doit organiser un événement, vous devez chercher aussi comment bloquer. Mais quand c'est la majorité, tout se passe dans les bons. La première fois que vous avez bloqué, vous de la majorité toujours, je vous accuse, vous avez bloqué Délice Sanga, le président de l'envol, à Kengi. Pourquoi? L'homme qui est dans son propre pays, il devait communiquer avec sa base de la province de Kwilu. Et vous l'avez directement bloqué. Pourquoi? Monsieur, vous savez, nous sommes dans un... C'est le seul pays, ici en République démocratique du Congo, où les institutions ne sont pas respectées. Où les services des renseignements ne sont pas respectés. Vous allez dans un pays comme les États-Unis, le président de la République, il est géré par les services de sécurité. Lorsque les services de sécurité lui disent n'allez pas dans un endroit, ne faites pas quelque chose, il ne discute pas, il ne fait pas ce pourquoi on l'a dit de ne, ce qu'on lui a dit de ne. Il ne fera surtout pas ce qu'on lui a interdit de faire. Mais ici, monsieur Délice Sanga, un Congolais, vous voulez arriver quelque part à Kengi. Si les services de secret vous disent qu'attention, monsieur Délice Sanga, il y a problème, il y a embûche, pourquoi voulez-vous vous entêter? Pourquoi voulez-vous vous entêter? Parce que je suis sûr qu'au préalable, on lui avait donné certaines contraintes contre cette il n'y avait pas de contraintes pour votre formation. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous informe. Il n'y avait pas de contraintes. Et moi, en tant qu'acteur politique, aussi analyste politique, j'ai mené mes enquêtes et je vous dis qu'il y avait des contraintes liées à la sécurité. En ce moment-là, il y avait des contraintes liées à la sécurité. Voilà pourquoi ces contraintes-là arrivent seulement quand c'est l'opposition qui doit faire quelque chose. Il y avait des contraintes quand Félix Tshisekedi était allé à Lubumbashi, mais il n'y avait pas de contraintes quand Kokoniangi était allé à Lubumbashi pour tenir le meeting. Pourquoi cette différence-là? Je veux peut-être vous informer. Je devais aller à Kingabwa un certain 25 mai. Mais j'ai été interpellé pour me dire qu'attention, monsieur, n'allez pas parce que les services, la contrainte sécuritaire sera compliquée. Si vous allez, on ne sera pas sur votre sécurité. J'ai abdiqué, je ne suis pas allé. Est-ce que je me suis dit que parce que je suis de la majorité, parce que voilà, on a refusé que je tienne mon meeting, qui allait passer à la télé, j'avais mobilisé plus de 4 médias pour ça. Non, j'ai compris que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies. Je me suis abstenu. Mais pourquoi un monsieur de l'opposition ne peut pas s'abstenir lorsqu'on lui dit, voilà, il y a telle contrainte? Non, monsieur Félix Tshisekedi arrive à Lubumbashi. Qui lui a interdit d'atterrir à Lubumbashi? Qui l'a interdit d'arriver? On a interdit de tenir le meeting. On ne lui a pas interdit de tenir le meeting. Il s'est fait victime lui-même parce qu'on l'a interdit que la population l'accompagne de là où de l'aéroport jusque-là, pour des raisons de sécurité encore. Et son meeting était boycotté pour des raisons encore de sécurité. Il a boycotté son meeting lui-même. Vous savez, Félix Tshisekedi, quand il veut pas, il veut pas. Quand il veut, il veut. Il fait ce qui le plaît. Et nul ne peut l'interdire. Vous ne voulez pas faire votre meeting, vous revenez vous dites qu'on vous a interdit de faire votre meeting. Ça n'a pas de sens. Alors, nous sommes en train de chuter. Il y a une belle question quand même que nous devons vous poser. Aujourd'hui, sincèrement, arrivé le 23 décembre et qu'il n'y avait pas d'organisation de scrutin en République démocratique du Congo, pour vous, quelle serait la meilleure solution? Pour moi, s'il n'y a pas scrutin électoral encore en 2023, le 23 décembre, j'aimerais qu'on appelle cette fois-ci, ça c'est une analyse personnelle que je fais en tant qu'acteur politique, il y a un délai dans lequel on appelle le corps électoral. Pour la dernière fois, il était de 90 jours. Je pense qu'il n'a pas changé. Mais arrivé déjà à ces 90 jours, lorsque nous n'avons pas des élections, nous n'avons pas appelé le corps électoral, il nous faut revenir sur la Constitution. Demander aux juges constitutionnels, eux qui sont habilités à le faire, ce qu'on peut faire face à ce cas-là. Donc vous appuyez le référendum comme, disons, un dialogue constitutionnel, comme l'a déclaré M. Bernard Kayumba, le président de Panico, ou alors vous voulez aussi soutenir le référendum comme vos frères de clubs libéraux, dirigés par Abedi. Je ne veux pas amputer à la Constitution le moindre de ces articles. Je ne veux pas amputer à la Constitution le moindre de ces articles. Si on est face à une demande de l'article 5, je ne vois pas pourquoi je dois dire non à cet article. Il a été créé à la Constitution non pas pour faire beau vu, mais il a été mis là pour être exécuté en temps de nécessité. Donc si on a besoin de l'article 5, il faudrait faire appel à lui. Vous ne pensez pas que ça va encore créer une autre guerre au sein de notre population? La décrépitation, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez maintenant faire là. L'article 5 de la Constitution demande à ce qu'on passe par les référendums. C'est que le peuple ne veut même pas entendre. Le peuple, c'est qui? Le peuple, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Le peuple, ce n'est pas M. Délice Sanga.
Le peuple, 80 millions d'habitants, vous pensez qu'il se résume, qu'il s'identifie en Félix Tshisekedi et en Déli Sanga ou en Moïse Katumbi. Arrêtez de croire que la population, c'est ces gens-là. Moi, je suis contre cette façon de réfléchir. La population, pour moi, elle est en majorité à la majorité présidentielle, puisque nous avons raflé tous les sièges, pratique plus de la moitié des sièges électoraux. Notre candidat Joseph Kabila a gagné les élections. Donc, reconnaissez la population, la majorité de la population, à nous la majorité présidentielle. C'est nous qui devons parler pour la population. Ça, c'est quelque chose qu'il faut marteler. Et je le dis aujourd'hui ouvertement. Désormais, dans cette République, il n'y a droit à la majorité présidentielle de représenter la population. Parce que nous sommes les tuteurs légaux de cette population. Nous avons gagné les élections. Et légitime, puisque votre mandat avait déjà pris fin. Et légitime si on veut faire, du théâtre, du théâtralisme politique, on dira que nous sommes légitimes, mais vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a l'article 70 de la Constitution qui a été interprété par les juges, qui a installé Joseph Kabila au pouvoir, jusqu'à l'installation du président élu. C'est un article de la Constitution interprété par les juges constitutionnels, ceux qui sont habilités à le faire. On a toujours dit le nègre est caractérisé par l'émotion, du temps. Aujourd'hui, il y a une situation qui se passe en Libye. Les Africains sont traités des esclaves. Ils sont vendus, les plus robustes, muscleux, à 350 €, 400, voire même 500 €. Vous l'avez suivi, je suis sûr. Pour vous, en tant qu'Africain, est-ce que l'homme noir mérite encore d'être vendu comme ça, comme un esclave? Il y a une peine. Je pense que M. Claudicia lui-même ne s'est même pas bien exprimé, n'avait même pas encore bien la colère, puisque je pense que j'aurais pu encore être plus énervé face à des caméras lorsque je parlerai de ce sujet. C'est vraiment désolant de voir qu'en plein XXIe siècle, nous sommes encore dans des telles pratiques. Je ne sais plus non plus aussi multiplier les mots, mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on prenne des mesures très, 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 très urgentes pour cette situation. Alors, il y a des Congolais qui effectuent des déplacements pour aller peut-être vivre à l'extérieur. Ils fuient peut-être la souffrance ici au Congo. Et qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ces gens-là qui effectuent des déplacements d'une façon clandestine et qui tombent dans de telles situations? Vous savez, monsieur, depuis que moi je suis Congolais, je suis né Congolais, je n'ai jamais eu le désir de me déporter vers une autre nation. Et moi, je crois que ceux qui le font, c'est juste des gens qui n'ont pas de vision de leur vie. Moi, quand je vois quelqu'un se déporter de sa nation, qui ne va pas étudier à l'étranger, mais qui va tourner, espérer avoir des papiers, je comprends que c'est un monsieur qui n'a pas de vision de sa vie. Et cela, il ne faut pas l'amputer à la misère de la République démocratique du Congo, ou il ne faut pas l'amputer à une soi-disant, à un manque de vie vivable ici en République démocratique du Congo. Ça, c'est une fausseté. Ce sont des gens simplement sans vision, ce sont des complexés qui rêvent d'un ciel qui croient être plus bleu ailleurs. Et voilà, il n'y a rien qui mène. Des fois, vous voyez, c'est des gens qui avaient une bonne vie ici à Kinshasa, qui vivaient bien, qui mangeaient, parce que je présume que si vous êtes en difficulté de vie, où vous aurez l'argent pour payer un billet pour aller en Europe. Donc vous comprenez que c'est des gens qui sont bien ici, mais qui manquent de vision, qui manquent de patriotisme, qui ne sont pas des nationalistes, et qui foulent au pied la vision des gens comme Lumumba, comme Mosé Laurent Désiré Kabila, et qui vont s'installer dans des pays où ils sont appelés des sans-papiers, et voilà, tout ce genre d'humiliation. Alors, nous chutons déjà. Oui. Vous étiez notre invité pour ce nouveau numéro. Pouvez-vous lancer un message à la population congolaise qui est en train de crépure? La vie est devenue trop dure. Bientôt, nouvel an. Et bientôt, d'ici 2018, nous aurons les élections. Quel message pouvez-vous lancer à cette population qui est en train de nous suivre? Le seul message que je suis en train de lancer à la population congolaise, c'est d'être prêt pour les élections. La population congolaise qui a longtemps attendu ces élections, qui aujourd'hui, depuis 2006, a la possibilité de se choisir son responsable lorsqu'elle considère que l'un ou l'autre n'a pas travaillé pour elle, je pense que cette population doit faire rien d'autre que se préparer pour les élections. L'heure des enrôlements est passée, vous vous êtes déjà enrôlés, gardez vos cartes, préparez pour les élections, soyez vigilants avec les candidats qu'on vous présentera, connaissez ceux qui ont l'amour de la population congolaise que vous êtes et votez utile.
Votez utile, je pense que c'est bien le message que nous pouvons retenir de notre invité de ce soir. Bien sûr, le président, il est président de Ligue des jeunes PDC, M. Stern Banyakou. Un grand merci à lui d'avoir disposé de son temps pour répondre quand même à notre invitation. Un grand merci au grand cadre quand même et le président de ces grands partis PDC, Monsieur l'Excellence, bienvenue, Luyota. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à Sami Soumou qui était derrière la caméra. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur votre chaîne et surtout, vous pouvez aussi nous suivre bien sûr sur YouTube, Contenu de vérité, et je pense que vous ne serez pas dessus. Nous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir. Merci.